Yeah, this 3-6 Mafia, and you're listening to Sinister Sounds with my boy Lord Sinister. 3-6 Mafia, we gotta stay. Bonjour à tous, vous êtes sur le Sinicta Corner, sur Hip Hop Corner, et aujourd'hui on va aborder l'histoire du rap de Memphis. Donc une assez longue histoire, avec beaucoup d'anecdotes. Donc en premier lieu, j'ai été à Memphis été 95 la première fois, et c'est là que j'ai découvert en fait Mystic Styles, l'album mythique de 3-6 Mafia. Et à ce moment-là, j'étais aux États-Unis, donc j'y étais à Houston, à New Orleans, Marathon Rouge, et pas mal d'autres villes comme Jackson, Mississippi, et aussi donc j'étais à Houston, j'ai pu voir les locaux de Pen and Pixel Graphics, donc le monde merveilleux de Pen and Pixel, qui a orné pas mal de covers d'ailleurs des débuts de 3-6 Mafia. Donc là on va pas se cantonner aujourd'hui qu'à 3-6, parce qu'on va aborder vraiment toute l'histoire de Memphis et ses débuts et les artistes qui ont pavé la route en fait pour justement être Bolem Djadji et 3-6 et voir ensuite les Yogori et tout ça quoi. Donc ça a commencé en fait avec trois producteurs, trois DJ donc qui sont très importants à Memphis, c'est DJ Spanish Fly, Petty Tony et SMK. SMK a fait le premier Gangsta Walk en 91. DJ Spanish Fly a fait le Chugaban Beats. Chugaban Beats, c'est une reprise en fait des Showboys de New York. C'est une reprise de drag rap. Donc on a tout ce côté du beat en fait de New York et du drag rap qu'il a transformé en Chugaban Beat. Alors aussi à l'époque, il y a eu MC Titi Tucker et DJ Irv, MC Irv, qui en 91, là on est à New Orleans, on fait le morceau Where They At, et donc il y a aussi donc toute cette rythmique du Chugaban Beat des Showboys, et il y a aussi Freakmaster qui est un pionnier à Memphis. Et donc lui en 92, il a repris aussi tous ces thèmes-là justement dans l'esprit. Et c'est Give Me What You Got, et donc on entend les refrains de Where They At, des Move Motherfucking Move qu'on peut entendre beaucoup plus tard dans The Kazé par exemple. Et donc Titi Tucker ont ouvert la voie, et aussi DJ Jimmy à New Orleans, où il y a ce côté de la bounce, et donc là c'est tout le côté bounce en fait qui a amené au Box Sound, au Get Box Sound. Donc le Get Box Sound, c'est aussi donc bien sûr SMK Gangsta Walk, mais aussi G-Style qui est un groupe de Memphis qui a fait le morceau Gangsta, et là on est en 93, et il y a toute la rythmique en fait, la même chose en fait qu'on retrouve à New Orleans et à Memphis, cette notion de bounce et de get box sound, et il y a aussi une danse, c'est la Gangsta Walk. Voilà. La Gangsta Walk, donc c'est un style particulier de Memphis que Crunchy Black, on peut le voir faire aussi dans les clips de 3-6. Et Crunchy Black d'ailleurs était Gangsta Walker pour Al Capone, Scarface Al Capone, donc qui est un des pionniers de rap de Memphis, dont on va parler après. Voilà. Donc ça a commencé donc avec SMK. Et G-Style, on peut voir aussi dans le style, c'est qu'ils ont des jeans cartonnés bleus, et donc là c'est typique du style de Memphis qu'on peut retrouver avec donc ce style-là. 3-6 l'avait aussi à un moment donné lors des Famous par exemple, DJ Zerk, Project Playaz.
Squeaky. Ils ont Al Capone aussi, ce qu'a fait Al Capone, qu'on peut voir sur les coups de Murder Magazine. Ils ont ce jean cartonné bleu qui est en référence un peu NWA, aux Crips aussi, hein, parce que c'est la culture des Crips, parce que Memphis était très dans cette culture West Coast, notamment parce que Crunchy Black, par exemple, et Lord Infamous de 36 se sont rencontrés dans le bus. Ils avaient des Blue Dickies, donc c'est les chaussures bleues, les Chuck Taylors, et donc ils se sont reconnus un peu comme ça, par ce style-là, West Coast. Donc il y a pas mal de choses, hein. On va aborder aussi les différents labels. Alors, notamment, il y a Selectoids. Selectoids qui est né en 1960, donc par Sam Phillips, et qui a été repris ensuite par Johnny Phillips. Et donc là, c'est le label qui a distribué en fait tous les rappeurs indépendants de Memphis. Donc 36 au début, l'album Mystic Styles, donc qui est signé chez Prophet Entertainment, qui est leur label. Créé par Nick Jackson, bien sûr, Paul et Juicy J, et donc distribué par Selectoids. Et Selectoids a aussi distribué 8-Ball MJG, donc l'album Combinator Hard, qui est un album très important à Memphis, et donc c'est la première cover aussi Pen Pixel. Voilà. Donc il y a pas mal de choses par rapport à Selectoids. Selectoids aussi, c'est un label donc de l'époque de Jerry Lewis, donc des années 60, et qui a ensuite fait toute la distribution des rappeurs de Memphis, donc dont Tommy Wright par exemple, Tommy Wright 3, et aussi alors, beaucoup des productions maison qui étaient distribuées par Selectoids. En fait, les graphistes maison, les graphistes qui se sont mis avec Selectoids, presque en partenariat, c'est Street Level Graphics. Et Street Level Graphics, donc là c'est Blake Franklin, qui aussi est guitariste, un peu à la Mike Dean. Donc Mike Dean de Rap-A-Lot, hein, qui est à la fois ingénieur, bassiste, guitariste, arrangeur, qui est le producteur du son Gambo, quoi, là, avec comme Eno Joe. Et donc Blake Franklin faisait beaucoup d'accords de guitare, en fait, de basse, qu'on peut entendre dans des sons de Tommy Wright, par exemple, ou d'autres, hein. Donc il y a Nicole Liras aussi, qui a produit aussi pour Coopstar, par exemple pour l'album d'Ake Project. Donc Nicole Liras aussi, c'est Cotton Grove Studios, où 36 a enregistré à l'époque, hein, notamment Tada Club Tugs et d'autres albums, pas mal de choses comme ça. Donc là, on va aborder aussi OTS Records. OTS Records, c'est très important. Donc c'est Reginald Boyland. Et Reginald Boyland, donc c'est à Orangeman qui est un quartier à Memphis. Et donc là, on retrouve en fait toute la crème en fait des rappeurs de Memphis. On retrouve Gangsta Pat, qui avait eu un deal en 91, donc chez une grosse maison de disques, hein, et donc était assez connu. Et on retrouve à l'époque DOA. DOA, c'est 8-Ball MJG. Il y a ce qu'a fait Al Capone, qui à l'époque avait un groupe qui s'appelait Man of the Hour. Et donc en fait à la base il venait enregistrer justement à OTS, parce que en fait c'est Reginald Boyland qui voulait des sons, des productions de Psycho. Et Psycho, donc c'était un producteur qui s'occupait des sons de Al Capone aussi. Et donc voilà, donc il y avait pas mal de monde à l'époque, même DJ Paul et Lord Infamous au temps où ils s'appelaient The Serial Killers en 92, eh bien ils n'avaient même pas ce nom-là encore, hein. Ils avaient des noms inconnus, ils s'appelaient juste Paul et Ricky, quoi. Voilà, Ricky Denigan et Paul Beauregard. Donc à l'époque ils n'avaient pas de nom connu, et donc beaucoup avaient des noms en fait anciens,
par la suite. Donc Psycho aussi est à l'origine un peu du son vraiment un peu devil shit de Memphis. C'est Psycho Tyrone Bell, Ernest Psycho Tyrone Bell, qui a produit donc beaucoup de, qui a un groupe, vous avez Psycho and Charge Partners par la suite. Et donc à l'époque, il travaillait dans plusieurs studios, notamment le 21 Century Youth Club. Donc c'est beaucoup de rappeurs allaient à la fois au 21 Century Youth Club, et c'est là qu'en fait il rencontre ce qu'a fait Al Capone et puis d'autres, hein. Il se rencontre avec Indoji, Tella qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Second Level. Donc Tella qui a suivi une carrière après chez Suave comme 8Ball MJG, hein. C'est la partie Memphis qui fait un son un peu gambo, justement un peu gambo funk. Donc il y a un son différent du Getbox Sound, hein. Là on est beaucoup plus dans le son acoustique, ce genre de son là, quoi. Donc DJ Squeaky était là aussi, donc il y avait pas mal de monde, hein. Al Capone, il faisait des battles avec 8Ball, de 8Ball MJG, avec Squeaky. Voilà, et Gangsta Pat, il était un peu vu comme LL Cool J à l'époque, hein. C'était un peu puis il avait un peu ce flow là, hein, quand ce flow là, ce rap là, et cette façon aussi de, même DJ Spanish Fly aussi avait un peu le flow à la Ice-T, un peu aussi à la Wasson Drell, un des pionniers de Détroit. Donc ce flow là un peu rough, quoi, hein. C'était un temps quand même assez novateur, parce qu'il y avait plein de groupes qui allaient émerger ensuite de ce OTS Records. Voilà. Donc il y avait Homicide aussi, Homicide bien sûr du mythique Backyard Posse qui allait devenir ensuite Triple Six Mafia, P36. Voilà, Homicide c'est un des pionniers aussi de Memphis, qui est oublié, hein, de l'histoire de 36, hein, mais qui a commencé toute l'histoire, hein, avec D-Magic, avec Sonny D, avec D-Magic avec Juicy G. On va en reparler après des clubs de Memphis qui sont aussi très importants. Voilà. On a fait interview donc avec Jean-Pierre Labarde de ce qu'a fait Al Capone pour Murder Magazine, et il nous révèle en fait que justement il a rencontré 8Ball et DJ Squeaky à une rap battle dans un office en fait au Lamar Terrace Project, là où il vivait en fait. Donc c'est de là en fait qu'ensuite il a été à OTS. OTS, le nom ça veut dire House of Strange Records. Et donc Reginald Boyland aussi a joué dans Choices 2. Choices 2, c'est le film maison un peu à la Embarrass, comme Master P produisait. Donc Choices, c'est le film de 36, donc indépendant, voilà. Ensuite, Gangsta Pat aussi a fait partie d'un groupe qui s'appelle New Legion of Doom. Donc Gangsta Pat était down au début avec OTS, et ensuite il s'est embrouillé avec 8Ball. En fait 8Ball apparemment a fait un 10 song au moment où Gangsta Pat est parti. En fait il est parti pour rejoindre un label, il a fait I'm the Gangsta, donc en 91, et à ce moment là il s'est embrouillé avec OTS. Enfin c'est plutôt eux qui l'ont envoyé, et après lui il a répondu. Justement, il y a eu un album, donc c'est Listen to the Lyrics, fait par 8Ball MJG en 91, donc chez OTS. Donc c'est leur premier album, il sort chez OTS. Et il y a Radical T avec 8Ball MJG et DJ Zurk qui sort Coming Straight from the South en 91 aussi chez OTS. Donc OTS c'est un label en fait très important, novateur, et qui a donc inspiré par la suite les Hypnotized Minds, les Street Smart Records de Toby Wright, et plein d'autres labels de Memphis underground, notamment Alcatraz Riders de Al Capone. Voilà. En parlant d'Al Capone, en fait le son de la Devil Shit avant 36, hein,
eh bien, on peut dire c'est ce que Al Capone nous révèle en fait, c'est que c'est Gangsta Pad avec des sons comme Homicide, Gangsta Shit, You Can Get Down, et Psycho aussi. Et Scarface, des sons que Scarface Al Capone a fait, c'est comme Split Personality ou Locking Up, qui décrit un peu une nuit au studio G, donc c'est le 380 Bill Street, qui a été détruit récemment, qui fait partie des monuments des clubs, dont on va parler un petit peu après, et qui raconte en fait une histoire donc au studio G qui se termine en fait en coup de feu sur le parking lot, voilà. The Devil Made Me Do It, c'est un son qui n'a jamais été officiellement sorti par Al Capone parce qu'il était trop dark en fait. Et même les lyrics en fait ont été perdus parce que la mère à Al Capone en fait les a détruits parce que c'était vraiment très très dark dans les lyrics quoi. Et Psycho a toujours été un producteur donc très très sinister quoi, avec des wicked beats, c'était assez menaçant avec les dark keyboard sense, et Gangsta Pat aussi faisait ça quoi. Après c'est Twisted qui a totalement embrassé le côté devil shit, mais au début donc c'est on va dire Psycho et Scarface et Gangsta Pat. Par la suite après ça a été DJ Sound, Lil Grim, Squeaky aussi hein. Mais et puis d'autres hein, dont on va parler après, DJ Sound bien sûr oui, dont on va reparler un peu après. Voilà. Donc on va aborder maintenant les clubs à Memphis. Donc les clubs à Memphis c'est donc Club Expo, Club No Name et Studio G. Ce sont les principaux clubs qui étaient importants où j'ai été à l'époque, où j'ai découvert un peu tout ce son-là. Donc Scarface à l'époque se rappelle d'un week-end où il vivait au Lamar Terrace Project. Il pense que c'était au moment où il était en 8th grade, quand il était au Bellevue GR High. Et bien son plus vieux cousin en fait allait au Club No Name, Club Expo, et il faisait la Gangsta Walk. Voilà. Et c'était donc là on est aux alentours de 86-87 hein, parce que même LL Cool J quand il venait à ces clubs il avait essayé la Gangsta Walk à ce moment-là. Voilà. Et donc la Gangsta Walk c'est vraiment le style de Memphis. C'était vraiment les Dope Boys hein, qui à ce moment-là commençaient cette danse parce que c'était facile à danser. Enfin, il y avait une façon de le faire en fait particulière. Et donc au Club Expo, c'est à l'époque où il y avait Razor J, où il y avait Spanish Fly, ou John Disco Hound, qui étaient à la fois les DJ et les MCs. Pas vraiment des MCs au sens où ils rappaient, mais plus pour animer et pour faire bouger la foule. En fait, c'était plutôt de la hype. Donc voilà, donc Disco Hound, c'était quelqu'un d'important, Razor J aussi. Donc à l'époque, Scarface était vraiment très jeune parce que bon, il est né dans les fin 70 et donc il pouvait pas rentrer encore dans les clubs, mais voilà, à l'époque c'était des sons comme Triggerman, par les Showboys, il y avait Rodney O, un Joe Cooley, des sons comme Everlasting Bass ou DJs and MCs. Donc tous ces tempos en fait ça faisait ce son de la Gangsta Walk. Voilà, et d'où viennent les sons justement T.T. Tucker, ça vient des sons des Showboys, donc ça crée l'engouement en fait Gangsta Walk, donc cette partie du Memphis Underground Rap. Voilà, donc Ronnie O et Showboys ont été très importants dans l'influence en fait de ces sons-là, de cette production-là. Donc là c'est le Get Back Sound. Après on abordera le côté Lo-Fi, le côté Devil Shit qui est encore différent, qu'on peut retrouver donc justement dans les sons de DJ Sound et de tous les cycles de DJ Paul et Juicy J.
Voilà. Mais c'est encore différent du son Get Back Sound. Le Get Back Sound, c'est vraiment axé pour les clubs, alors que la Devil Shit, c'est beaucoup plus dark, c'est beaucoup plus inspiré par Esham, beaucoup plus inspiré par Gangsta Nip. Donc Esham de Détroit, l'acid rap, et Gangsta Nip de Houston, qui est le godfather de l'horrorcore, parce que lui il a commencé à écrire en 82-83 ces sons-là, donc bien avant les autres, bien avant Grave Digaz et ce qu'on pourrait penser. Donc on parlera d'ailleurs de Devil Shit qui était novateur bien avant Grave Digaz et le côté horrorcore de New York. Voilà. Donc ce qu'on peut dire sur ces clubs-là ont fermé depuis, donc que ce soit Studio G, bien sûr, qui a été détruit, Club Expo, Club No Name, donc à l'époque où j'y étais, même Studio G, ça créait vraiment, quoi. C'était vraiment quelque chose, un endroit, c'était chaud, quoi. Donc à l'époque aussi, il y avait le DJ Paul, il avait le Paul Place House. Et donc à South Memphis, et il avait un autre club à Westwood, au Third Street. Et donc à cette époque, j'ai pu y aller. Et il y avait Juicy J aussi, qui avait le Juicy G's Place. Et ce qu'a fait, il se rappelle très bien que justement, même moi je me rappelle que le Juicy J était très très bon au platine. Donc il a après donc le Paul's Playhouse et donc le Juicy G's Place, c'était vraiment deux clubs très importants à Memphis. Donc le Juicy G's Place, c'était plus du côté du nord, parce que Juicy G était du nord et Paul du south. Voilà. Donc D-Magic, Sonny D et Juicy J, ils s'occupaient de la partie south Memphis. La partie North Memphis, pardon. Donc, et ensuite, ça a été Backyard Posse. Voilà. Donc, il y avait le sud et le nord qui se sont affiliés ensuite pour créer DJ Paul and Juicy J et ensuite 3-6. Voilà. Et des sons comme des rappeurs comme Freakmaster, qui a été totalement oublié, FM. Il y a des sons comme Roll It Up en 94, c'est une tape importante. Mais Freakmaster reprenait aussi tous ces codes aussi de Titi Tucker de 91 et de DJ Spanish Fly 90-91, voilà. Cool K et Soedi, ça a été le premier morceau qui a déclenché vraiment des réactions dans les clubs locaux. Et donc Soedi était de Chicago. Et donc Spanish Fly de Memphis, qui avait fait notamment Smokin' Onions. Et donc on est en pleine période donc drag rap. Et Spanish Fly et Sonny D, donc ils étaient les premiers à passer du hip-hop en fait dans les clubs tels que donc Studio G, Club Expo, le Mirage et Club No Name, où justement Spanish Fly il jouait sans arrêt, et aussi il y avait Red the J aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y avait pas mal de choses. Et Spanish Fly aussi, il faisait des remixes et il avait en fait une émission. En fait, il écrivait ses chansons, etc. dans une émission qui s'appelait le Hot Mix Hour, donc qui était transmise sur la station 101.1 FM de Memphis. Et là, on est en 84-85. Et donc c'est de là aussi que après Paul et G se sont inspirés en fait de ce son-là. Ils ont écouté en fait beaucoup Spanish Fly, donc ça a été une de leurs inspirations. D'ailleurs, Spanish Fly, ils leur rendent hommage dans The Last Walk, où il y a un son avec Spanish Fly. Et on l'entend aussi sur des morceaux de The End. On entend Spanish Fly aussi qui intervient. Voilà. Donc il y a tout ce côté donc de drag rap. Et alors, ce qu'on peut dire aussi sur
Oui, c'est que donc ce drag rap en fait il a été apporté de la bounce en fait de Louisiane et donc c'était très un peu le côté Mardi Gras qu'on ramenait dans les tapes en fait et c'était les shows de DJ Jimmy, de Gregory à l'époque où il était dans Throwdown avec Manny Fresh. Donc Manny Fresh c'est le producteur de Cash Money. Et donc ça inspirait beaucoup Memphis et notamment justement alors Selectoids a distribué en fait les premiers sons de Cash Money. Par exemple, ils ont distribué donc les premières productions de Buzz Down et donc des labels comme Mobo Records qui est très important à New Orleans et Cash Money aussi. Donc Memphis a distribué quand même pas mal de choses et il y a aussi le label Freakmaster Records qui a réalisé donc Give Me What You Got for a Pork Shop. Donc ça c'était les premiers titres bounce en fait. C'était une réponse en fait à DJ Jimmy quoi. Donc tout ce son là qu'on peut entendre dans les débuts du rap de Memphis hein. Et donc c'est SMK aussi hein, toujours en 91 qui a repris ce côté donc de la Gangsta Walk. Et en fait la Gangsta Walk justement ça a commencé au Crystal Palace Skating Rink. Et Crystal Palace c'était un des lieux en fait où les DJ, les danseurs pouvaient être actifs dans les années donc 80, 90. Donc là c'est en 84, 85, 86. Donc c'est toute cette période du juking, des premiers de la Gangsta Walk. Et c'est Capital D qui aurait on dit que c'est Capital D qui aurait été le premier à faire de la Gangsta Walk en fait. Alors DJ Zerk aussi avec ce morceau Too Sick, là on est en 93, a été énormément samplé par 36 et d'autres hein, et aussi donc il y a Gangsta Black, Victim of This Shit. C'est produit avec DJ Paul et Juicy J. Donc ces morceaux-là, beaucoup de rimes dedans ont inspiré énormément de rappeurs et ont été repris dans des hooks, dans des refrains. Donc ça a été une importance forte en fait. C'est que ce soit DJ Zerk, Squeaky. Alors Squeaky justement a inspiré beaucoup aussi 36 dans la production et dans pas mal de choses comme ça quoi. On va aborder maintenant d'autres rappeurs, d'autres producteurs en fait qui ont été très importants à Memphis. Alors c'est le cas de Blackout. Donc Blackout qui a produit aussi pour Tommy Wright. Blackout donc c'est un gars très important à Memphis qui a produit beaucoup de tapes assez dark, il avait un son particulier. Il y a aussi Lil Grim, on a mis Lil Grim en fait des Children of the Corn. Donc c'est à l'origine du son Devil Shit. Donc Lil Grim, quelqu'un de très important aussi dans la scène de Memphis. Et DJ Sound, alors DJ Sound c'est lui qui a fait connaître Yo Gotti, alors qu'il n'avait pas ce nom à l'époque, il y avait donc le nom de Lil Yo. Et donc Lil Yo il avait donc un album, une tape en fait produite par DJ Sound qui s'appelait Youngsters on the Come Up, on est en 96. Et donc là, il avait un flow très rapide, donc une petite voix, hein, mais très très bon, bien meilleur que ce qu'il fait maintenant, je trouve. Donc à l'époque, il y avait justement dans ces flows-là, dans ce son-là, il y avait Lil Jean et I'm Child par la suite. Mais Lil Jean, Lil Yo, on va dire Lil Noid et Lil Jul aussi avaient un peu ces flows qui se rapprochaient. Voilà. Carmike aussi, qui était produit par Juicy J, avait un flow très particulier, chantonné, à la fois horrorcore, assez spécial. Voilà. DJ Sound donc a été une figure importante du Memphis Underground. Donc, il a fait énormément de tapes et c'est avec son groupe aussi Fraser Click.
Donc où il y a Nigga Creep dedans, Nigga Creep qui est le cousin à Project Pat, qui s'est fait tuer. Et donc d'ailleurs dans The Mr. Don't Play, il a fait un morceau qui s'appelle Live We Live, où en fait il fait hommage à Nigga Creep, qu'on peut entendre aussi sur Perfect Passive Body Parts aussi, ce morceau Bullets. Donc Nigga Creep est un gars très important aussi dans le rap game underground. Donc ensuite il y a eu d'autres rappeurs et d'autres producteurs, hein. Donc DJ Zirk bien sûr, mais donc en dehors de Blackout qui sont les figures importantes, donc Blackout, Lil Grim, DJ Sound, DJ Squeaky, Psycho. Voilà, donc DJ Paul Juicy J qui sont et il y a Pretty Tony aussi. Pretty Tony c'est Get Buck, hein. Donc il y a eu pas mal de producteurs maison aussi, comme dans Street Marts. Il y a eu Maceo, donc Maceo qui a produit beaucoup pour Manson Family, pour Tommy Wright. Manson Family c'était le groupe donc à Tommy Wright III. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses et pas mal de producteurs underground comme DJ Fela, Rest in Peace, qui s'appelait aussi Fila. Il y avait un groupe donc, qui s'appelait The Serial Killers en 92. Ils ont d'ailleurs fait la première partie de Gangsta Deep quand ils étaient en high school. Et donc ils étaient vraiment inspirés par Esham. Alors Esham de Détroit, qui a créé l'acid rap et on peut dire en partie leur hardcore, un peu comme Gangsta Nip l'avait fait aussi, donc dès 83-84 comme je l'avais dit tout à l'heure, qui est le Godfather of hardcore rap. Et d'ailleurs dans ses albums, il a fait à la mort de Lord Infamous, il a mis quand même un hommage à Lord Infamous. Voilà, donc ce qui prouve qu'il trouvait que ce qu'il faisait c'était vraiment bien, quoi. Donc Esham a inspiré beaucoup donc DJ Paul et Lord Infamous, qui étaient aussi fans un peu de heavy metal, de musique assez dark, hein, dans ce style-là. Et donc Esham a créé, on va dire, leur hardcore bien avant les Gravity Gas, voilà, et les groupes comme Flight Nilers et tout ça, parce que Bombing Words from Hell c'est 89 et donc c'est le premier album de Esham. Et donc là on est bien avant la vague hardcore de New York. Et il y a eu aussi Faces of Death, hein, de Bone Thugs, qui était un autre style, hein, le Bone Enterprise. D'ailleurs, même s'il y avait le 10 de Twisted contre Bone Thugs avec la Europe, ce qui est assez drôle, c'est que sur Faces of Death, on voit une faucheuse médiévale. Et donc DJ Paul et Juicy J sont inspirés pour créer le logo de Hypnotize Minds, où on voit aussi une faucheuse médiévale. Donc c'est assez drôle quand même. Ils sont inspirés de Bone Thugs. Donc peut-être que l'inspiration du logo de Hypnotize Minds, il vient de Bone Enterprise. D'ailleurs, le logo Hypnotize Minds a été fait par Pen & Pixel Graphics. Donc, il y a aussi une part de Pen & Pixel dedans, le monde merveilleux de Pen & Pixel, qui donc a fait les premiers albums de Twisted, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ensuite, voilà, donc le horrorcore, le devil shit en fait, de Memphis, a été précurseur pour plein de choses, hein. Que ce soit le lo-fi, que ce soit la trap actuelle, que ce soit dans tous ces sons qu'on entend actuellement, les reference cool, etc. Ça vient de Memphis, ça vient du style de Memphis. Et donc des groupes comme Fraser Click, comme Trouble Center Killers, ou bien sûr Mr. Ski and the Metal Lowlife, The Black Fortress, c'est des albums très très importants et très dark, hein, de l'époque de Memphis, et ils n'ont jamais été reconnus, hein, je veux dire,
dans les magazines, que ce soit Source XXL et Vibe, on n'entendait jamais parler de ces albums-là. En France, c'était pas mieux. On ne parlait que de Necro, on ne parlait que de Flatliners, que de Gravediggas, mais jamais on ne parlait de Mystic Styles. Jamais on ne parlait, bien sûr, encore moins des DJ Sound ou de Lul Grim. Alors Lul Grim, c'est vraiment... c'est encore plus extrême, c'est avec les Children of the Corn, donc le groupe Children of the Corn, voilà, on est vraiment dans le côté très très sombre et dark. Mais des groupes comme Fraser Click ont été oubliés, même Al Capone, quand l'album Sinista Funk, d'où vient mon nom en fait, Sinista. Voilà, des albums comme ça n'ont jamais été mis en avant. Voilà, à tort, hein, parce que vraiment ils ont été précurseurs de plein d'autres styles par la suite. Mystic Styles, c'est un monument. Qu'on entend Fucking With This Click, des morceaux comme voilà, No I'm High Patry, mais Lord Infamous vraiment en plus par-dessus était un MC. Donc Lord Infamous a été très peu reconnu, alors qu'il était très très bon. Un très bon lyriciste, très bon dans les thèmes occultistes, dans les thèmes assez dark, hein, et le horrorcore vraiment c'est ce qu'il faisait aussi, quoi. Donc c'est un MC qui n'a pas été reconnu par la caste des bien-pensants de l'horrorcore new-yorkais, alors que vraiment pour moi il avait une place, et Gangsta Nip aussi était complètement oublié. Gangsta Nip, c'est pareil, hein, il a eu le même chapitre, hein, et Esham aussi. Esham, Gangsta Nip, Blaza Lynch, pareil, le Blaza Lynch, comme l'album Seeds of the Sickness, ce sont des rappeurs en fait qui ont été oubliés parce qu'ils n'étaient pas de New York. C'est vraiment le New York World Order, donc que ce soit Esham, Gangsta Nip, Lord Infamous et Blaza Lynch, Esham, donc ont été complètement oubliés, ignorés volontairement ou involontairement en tout cas de la plupart des magazines à l'époque, et seul Murder Dog Magazine les mettait en avant, voilà, dès le début, hein. Donc Murder Dog étaient les seuls à mettre en avant ces rappeurs inconnus comme X-Rated aussi. Voilà, quand on voit qu'il est en couple de Murder Dog avec Psychoactive 92, voilà, aucun autre magazine n'aurait fait ça. Donc voilà sur le côté Devil Shit et Horrorcore. Et donc il y a tout ce côté hypnotique, tout ce côté lo-fi qu'on retrouve dans les productions. Qui est vraiment à part, hein, parce que Memphis ne sonne comme aucune autre ville du South. Parce que New Orleans, c'est son côté bounce, Miami, c'est la Miami Bass, Houston, c'est le Gambo Funk, ou la Screw Music. D'ailleurs, DJ Screw, il a été remercié d'ailleurs dans les crédits dans Live by Rob de 26 Mafia. Donc ils aimaient déjà beaucoup DJ Screw déjà à l'époque, hein, puisqu'ils ont samplé, enfin ils ont mis en Screw Live by Rap, là, le disque contre Bone Thugs. Voilà ce qu'on peut dire après sur la Devil Shit et l'horrorcore de Memphis, qui est unique et qui est à part des autres scènes, et qui est beaucoup plus horrorcore, je trouve, que le Gravediggas 6 Feet Deep, par exemple. Je trouve en termes de son, en termes de production, en termes de plein de choses, hein, même de lyrics. Je trouve ça beaucoup plus horrorcore, quoi. Lord Infamous donc avait ce style précis, millimétré, avec de multiples métaphores, comme Blaza Lynch. Et dès 92, hein, avec son époque Serial Killers, eh bien, on entend sur The Scarecrow où c'est parfaitement maîtrisé. Et il est très très jeune à l'époque, hein, il a 17 ans. Et Coups Technica aussi, qui est très peu reconnu, parce qu'on parle beaucoup de Lord Infamous, mais Coupstar, on en parle très peu. Coupstar, c'est l'album de Devil's Playground, qui a une référence maintenant actuelle des funkers, hein, qui l'ont samplé énormément. Et donc Devil's Playground, ouais, c'est un monument aussi du style Devil Shit, hein, de Memphis, hein.
Et il a ce flow particulier, à la fois. Alors, il a plusieurs flows, hein, lors de Kupsta, parce que à partir de The End, en fait, il change un peu de flow, alors que sur Mystic Styles, il a un flow beaucoup plus fluide, beaucoup plus, il est un peu plus criard sur The End. Mais il a ce flow justement un peu à la Bone Thugs, dans l'esprit, hein. Et Kupsta aussi a cette faculté aussi d'émouvoir, c'est-à-dire que quand on l'entend, par exemple sur Decay Project, où c'est Rest in Peace Judy Lynn en référence à sa mère, ou Life in Bondage, eh bien il a une voix très particulière, très émouvante en fait. Donc c'est différent de Lord Infamous, mais Lord Infamous aussi peut avoir une voix claire, peut avoir une voix aussi très agréable à écouter, que ce soit sur le Borat ou le Borat ou oui, Lord Infamous en fait alterne entre le côté flow millimétré rapide, comme sur 187 Invitation, et à la fois les morceaux beaucoup plus on va dire introspectifs, comme Anyone Out There ou Damn I'm Sick and Crazy, on a l'impression d'entendre presque Syd Barrett des Pink Floyd, quoi. Il a une voix, un timbre de voix, un flow qui est complètement habité, en plus de rajouter un écho. Donc on entend tout à fait ce style-là dans son flow et sa voix, hein, qui est parfaitement bien produit, et bien fait de par son élocution, de par sa maîtrise des lyrics, sa maîtrise des métaphores. Et une voix qui est très claire, et aussi sur, par exemple, comme des morceaux comme Playa Halas, qui est un monument aussi, où en fait là il a carrément des lyrics vraiment très 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 bons, quoi. Et c'est sur le morceau What You Do de 26 Mafia sur World Domination, où en fait DJ Spanish Fly fait une dédicace à 36, donc c'est un peu la reconnaissance de l'ancien, par rapport à 36. Là on va aborder d'autres rappeurs qui sont plus underground. Donc il y a eu Tommy Wright qui a inspiré beaucoup de rappeurs, comme des rappeurs de la trap comme Gucci Mane. Donc lui c'est une figure très importante de Memphis, qui a inspiré beaucoup de monde par son charisme, puis ses allers-retours en prison aussi. Il s'est retrouvé dans pas mal de problèmes. Et là il revient un peu maintenant en force dans les lives et tout ça, en Europe et tout ça. Il y a aussi bien sûr Skinny Pimp qui faisait partie du Prophet Posse. En parlant de Prophet, justement, c'est une des choses qui m'a attiré un peu dans la cover, par exemple, de 36, Mystic Style. C'est à la fois justement la front cover, on voit les masques, où ils ont des masques de balles masquées, donc c'est assez étrange. C'est pour ça que je l'avais vu dans plusieurs villes aux États-Unis, et je l'ai acheté à Denver, et je m'étais dit, bon, bah, ce groupe-là, c'est vraiment particulier, c'est à part, et je m'étais dit, ces gars-là, soit ils deviendront des superstars, soit ils seront jamais inconnus, quoi. D'où le titre Pas The Most Known, d'ailleurs. Et le logo aussi, c'était justement un moine, c'était Prophet Entertainment. Donc c'était un moine encapuchonné, avec une histoire assez mystérieuse, hein, donc certains reconnaîtront ce dont il s'agit. Et voilà, donc ça apportait à ce côté un peu mystique complètement, hein. Il y a eu un groupe donc aussi comme Killa Clan Kazé, c'est K-Rock, MC Mac Scanman, K-Rock est décédé il y a pas longtemps. Donc Killa Clan Kazé aussi avec Be a Witness, avec Rolling Lip, avec donc produit par Juicy J. Donc c'était un groupe aussi assez important, et MC Mac était un bon MC en termes de flow, en termes de pas mal de choses. Scanman aussi apportait son lot.
Playa Fly, alors Playa Fly qui faisait partie de Triple Six Mafia du début, qui s'appelait Lol Fly, qui lui aussi est un très bon MC, qui est devenu musulman. Donc il est parti pour des raisons philosophiques de Triple Six, puis après ensuite faire des disques contre eux. Mais c'est quelqu'un de très respecté donc à Memphis. Il y a La Chat qui a donc un album qui s'appelle Mother She Spoke. En fait, c'est l'album qu'elle a fait en 2001 chez Hypnotize Minds. Et justement, c'est en référence un peu à Mother She Wrote. En fait, ça me fait penser justement à JJ Fad. Et donc La Chat aussi est un peu le pendant de Gangsta Boo, donc c'est un peu différent, mais elle a son style à elle, quoi. Voilà. Ensuite, il y a d'autres rappeurs, hein, notamment comme justement Daquam Click par exemple. Daquam Click c'est Two-Town, et Two-Town a fait partie ensuite de Clubhouse Click avec Lord Dead Famous. Donc Daquam Click c'est aussi un peu dans les références underground, un peu dans le même style que Criminal Mafia, donc, ou Dark Side Click, qui sont des groupes underground de Memphis qui avaient ce côté devil shit à la Grim et Shadow of the Corn. Il y a d'autres groupes aussi comme donc Manson Family bien sûr, mais comme 3MK qui avait fait des disques contre Bone Thugs. Donc 3MK, il y a Project Playaz aussi. Donc là c'est la bande à Squeaky, donc c'est la production Squeaky, production maison. Il y a aussi Dub Smoke, donc c'est Dosha Demons, Too Sick. Il y a First Degree and Deep Sleep qui sont le côté rappeur conscient, on va dire, de Memphis. Il y a M-Child qui faisait partie de Kamikaze NC, donc c'est Killa Kamikaze derrière, production, MC Mac and Scanman, Tox on la Southside, Fraser Boy aussi qui a été produit par Tasman, Top Schema qui a été produit par Squeaky, Princess Loco qui a été produit par Tommy Wright. Dans les DJ Underground aussi, et dans le même style que DJ Fela, il y avait DJ Pinky. D'autres rappeurs, il y avait Dula aussi, donc qui était plutôt dans un style à part aussi. Donc dans le même style à peu près, voilà, que il y avait Carmike, bien sûr, dans le côté un peu dark, un peu dans ce côté un peu à la Lil Joule, produit par Squeaky aussi, Lil Joule qui était assez talentueux aussi. Donc un rappeur assez oublié complètement d'ailleurs. Il y avait Criminal E et Underground Sam qui sont plus le pendant un peu Memphis, mais dans le style Houston, un peu plus différent, quoi. Voilà, NOD aussi, Niggas of Destruction, avec un titre extraordinaire. Donc c'est Fugitives qui dure 9 minutes. Il y a Tommy Wright dedans, il y a plein d'autres rappeurs. Et avec un style qui a inspiré beaucoup, je pense, des funkers, et beaucoup inspiré des types qui n'étaient pas forcément dans le Memphis rap et qui a fait du bruit dans l'underground. C'est un morceau qui est vraiment à part et qui est très hypnotique dans le style. Bon, Trouble Satan Killers aussi dans le style. Il y a Hollow Point. Voilà. Donc il y a beaucoup de rappeurs underground à Memphis et beaucoup de styles aussi différents, bien qu'il y a ce côté devil shit, mais il y a aussi des groupes comme Ed Bolam Jaji, Tela, qui ont un côté différent, aussi plus dans le style Houston. D'ailleurs, c'était chez House, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un peu plus différent du style Memphis Get Back Sound. Là c'est plus un style Memphis Blues pour le coup. Voilà, un peu justement dans le côté à la Criminal E et Underground Sam. Voilà, donc il y a pas mal de... Il y a MVP aussi, MVP, il y a aussi le groupe Playa Posse, il y avait le groupe de SPV Click, où là c'était Gangsta Black et Lil Fly, donc South Parkway. Voilà, donc il y a plein de quartiers aussi à Memphis, North Memphis, South Memphis, Westwood, Arrangement, New Chicago, Germantown, Fraser. Donc il y a énormément de
de quartier. Alors, 8 Ball, ils sont de Orangemount, par exemple, M-Child aussi. Donc, il y a vraiment des styles par quartier aussi. Ils ont chacun leur style différent. Suivant les quartiers, un peu comme à Houston, un peu comme d'autres villes aussi, où ils ont chacun leur identité propre, en fait. Skinny Pimp nous raconte dans Murder Dog en fait, le premier son qu'il a eu, c'est par Psycho, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un producteur renommé dans les débuts de Memphis. Et donc, il a fait son son à un show à Memphis, donc au 380. Donc, c'était ce que le Studio G était devenu. Et donc, c'était le Clunkers Club à l'époque. Et le son, c'était Kick It with Skinny Pimp. Et donc c'est l'époque où Zer commençait à se connecter avec Squeaky, et donc ils ont fait un son qui s'appelle Skinny Dangerous avec Squeaky, et ensuite ils se sont rapprochés de 8 Ball et MJG aussi, mais ensuite ils ont fait un son qui s'appelle Looking for the Tune, et Looking for the Tune, c'est un morceau énorme en club qui a été ensuite donc repris après par Skinny Pimp sur King of the Players Ball, produit par DJ Paul et Juicy J. Et là, Skinny Pimp s'est embrouillé avec Squeaky, et il s'est donc mis avec DJ Paul, et là ils ont fait DJ Paul s'est fait connaître en fait aussi par un son qui s'appelait DJ Squeaky, donc était un 10 contre Squeaky. Et à l'époque c'était sérieux, parce que quand ils étaient en club, ils étaient armés, ça partait en coup de feu, enfin c'était chaud quoi. Et donc à l'époque, donc Squeaky et Skinny étaient très proches, et ensuite il s'est rapproché de Paul, et Paul en fait donc ils ont commencé à faire un morceau qui n'avait pas de nom. DJ Paul a produit le son, et c'est le son en fait qui a fait connaître DJ Paul donc contre Squeaky. De là est née un peu la guerre entre Squeaky et donc DJ Paul. Par la suite ils ont fait la paix, Squeaky et Paul ont fait un accord, et d'ailleurs dans la réédition des 20 ans de Mystic Styles, eh bien, il a fait une dédicace à DJ Squeaky, au lieu de la dédicace originale. Je crois qu'il dédicaçait DJ Sound, et donc c'est Squeaky qui a la place. Voilà, dans les crédits, c'est la copier-coller en fait des dédicaces de Mystic Styles, sauf qu'il a rajouté Squeaky dans la dédicace. Donc au tout début de l'épopée en fait de 36, c'est Backyard Posse, et donc là il y a Homicide qui est maintenant plutôt en froid avec eux. Il y avait Nigga 9, Gangsta Black, DJ Paul, et aussi donc Skinny Pimp. Il y avait Lol Drive By, Convicts, Killer B. Donc c'était les personnes qui faisaient partie de Backyard Posse. Et il y a un son par exemple qui s'appelle Pots on Caps, fait par D-Magic, et là vraiment il y a ce son 36 qui était présent mais qui est très peu connu en fait, où il y a vraiment ce son à la 36 qui est devenu par la suite le son vraiment hypnotique et devil shit de 36. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur Memphis vous aura un peu éclairé sur la ville et ses rappeurs. Je ferai sans doute donc une spéciale 36 Mafia plus tard avec des anecdotes méconnues. Pour l'instant donc je me suis axé surtout sur Memphis. Et une chose aussi à dire, c'est que qui est peu connu et peu en parle, enfin je crois pas même que personne n'en ait parlé, c'est que Memphis, il y a la Pyramide Arena qui a été construite en 91, et donc Memphis est donc lié aux loges Memphis Mizraim, et donc il y a ce côté maçonnique, et il y a un son vraiment à part, occulte, donc de la Devil Shit. Et on parle même des Memphis Rap Seagulls, il y a pas mal d'anecdotes là-dessus. Et
quelque chose en fait fait penser que justement les rappeurs de Memphis ne se rendent peut-être pas compte eux-mêmes, mais c'est qu'ils sont habités par, pour moi, une force occulte qu'il y a à Memphis, et donc elle est liée peut-être justement au fait que la ville est anciennement maçonnique, et donc il y a peut-être des forces occultes et dark qui sont terrées, et donc qui habitent un peu les rappeurs, et qui fait que s'il y a un son lofi, il y a un son très particulier, très dark, très hypnotique, à part des autres villes du sud. Et donc c'est pour ça que Memphis sonne vraiment de façon unique dans le style South en fait. Donc on est au-delà du Dirty South, c'est vraiment au-delà du Getbox Sound, ce côté Devil Shit justement. Peut-être qu'il vient justement d'une influence FM occulte. Donc l'avenir peut-être le dira ou ne le dira pas. Voilà. Quant à l'influence donc de la scène de Memphis sur la trap, eh bien c'est par exemple Migos, ils n'ont jamais inventé ce Migos Flow, ça vient de Lord Infamous. Voilà. Bon, ça Gangsta Bull l'avait déjà dit, et d'autres personnes en ont parlé, mais ça c'est vrai qu'il faut le repréciser. C'est que la trap qu'on entend actuellement, qui est un peu édulcorée, qui est un peu plutôt une trappe gimmick, c'est une réminiscence en fait occulte du rap de Memphis, qui était beaucoup plus underground et beaucoup plus dark en fait que la trappe actuelle, qui reprend en fait les codes de Memphis, mais en faisant une certaine soupe pour une certaine trappe. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé sur certains points. Sur l'histoire de Memphis. Voilà, c'est une première partie, et il y aura d'autres donc villes bien sûr que je prévois, comme Houston, comme Détroit, Denver, plein d'autres villes en fait que je mettrai en avant au fur et à mesure des Sneakstar Corner. Voilà, c'était Sneakstar Corner sur Hip Hop Corner, et à très vite. Bring that shit to the door, watch me blast with a full clip. Niggas just talking noise, they better be packing trick. Rich Grove is coming hard with AKs and banana clips. The sound of an army sneak attack like the Delta Storm. Break after time bomb, explode like in Vietnam. Pulling the trigger back and watch as your body fall. One after one, hit the ground, big, tall, and small. You better take cover, ho. We blasting round by round. Teflon hit your head, make sure you get bucked down. We scoping like snipers, bitch. We hit and we don't miss. Business is business, ho. We lay bodies in the ditch. You constantly talking shit about what you gonna do. Come on and take the chance, if you do, use a damn fool. Jump if you wanna jump, let's see if you got the nuts. Rich Grove don't buy you punks, cause we got the fucking guts. To make a mess with the punk and reach shells from fucking hell. Over and over again, leaving a bloody trail. Killer insanity, player mentality. Even it's ruining me, ain't no demons controlling me.
G. Banging with them things, but you know I'm talking about making stein. This is my nigga from Holy Ground, clicking and fucking on bitches that itches out these. Do something cool, something damage my brain. Do you remember you beat me down mine? Here's a choosing the blunts, I'm drunk. Now I'm ready to serve that punk. Take cane, come and hit that ass, watch our blast. Please no man, one shot to that chest. Put you to rest, I ain't finished yet. Blood dripping from the chrome on my tongue. Here I go again, walking all these tricks. Sit down, Joe. Crucifix, that's that shit. Swore through they head, bitch. Smoke long till they dead, making them fall on the floor. Cause like don't know, it's that time. Got me running in that bank. All about my heart, so fuck these flies to the buster. Gotta get paid while I'm on these street up Blizz line, a tears line. One nigga gotta act like this line. Lame ass niggas better catch up with your kind. Cause we some real niggas and we down for pulling these nines. So step with that ass on your chest. You won't live long cause I'ma send you home with your weed split long. Real broken life, grind streets bound, drama, why this player haters be faking sissy ass bitches? Why the fuck y'all always play a hate? Claiming that you straight with me all the time, use my phone. You can't beat this pistol click, so you try to join the foe. The game is you sold, not to be told, act like you know. True players don't play a hate because haters for hoes. And niggas that don't got shit, they hate the niggas that got shit. Therefore we gonna label them a player hating clique. No love lost, paying the cost to be the motherfucking boss. Aggravated assault, never get caught in the cross or in the mix with some shit that don't make no damn sense. Cause these suckers don't like my style because I make that precedence. You think it's my technique to make much ends and ride beans, fuck friends, because that shit leads to a silk end. Niggas say they got much love, I maintain with kinfolk, a gang of tree of damn fools, down to make much dough and break a hoe. Bitch, give me please, I don't say please, just the next time you want some dick, drop to your knees, cause these hoes be player hating just like these sissy bitches. True player for real, with player skills to kick it. Jesus Christ.